On a une vingtaine de minutes ensemble donc pour revenir auprès des conférenciers sur des points plus précis, pour vous écouter également si vous avez des témoignages, des éléments de discussion sur ce qui a été dit ce matin. Il vous suffit d'appuyer sur la touche micro pour vous emparer du micro et intervenir. N'hésitez pas. Moi, j'ai envie de vous faire réagir, déjà de vous poser à tous une première question. Vous sentez vraiment que vous avez des marges de progression énormes, ou bien vous avez l'impression d'avoir déjà fait un bon chemin, disons, sur les 5 ans qui viennent de passer? On a une sensibilisation, une conscientisation autour de ces sujets de sécurité plus importante dans vos établissements, CHU, hôpital, maison de retraite. Qui est-ce qui a envie de prendre la parole ou de nous exposer une réaction vis-à-vis de ce qui a été dit ce matin? Est-ce que vous êtes... ou alors, à ce moment-là, si personne ne veut réagir, je demanderai peut-être à Germain Zimmerlet de nous exposer son appréciation, son sentiment vis-à-vis de tout ce qu'il vient d'entendre et en fait une appréciation générale sur le chemin qu'on a pu faire en 5 ans, 10 ans, 20 ans. Je rappelle que Germain Zimmerlet donc, a été et toujours... Enfin, je vous laisse vous présenter, Germain. Tout le monde vous connaît ici. Oui, bon, je suis un peu déconnecté. Justement, ça vous donne du recul. Oui. Bon, donc, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, bon, j'étais effectivement directeur des systèmes d'information aux hôpitaux universitaires jusqu'en 2013, où ensuite François Guerder m'a succédé. Bon, d'aucuns le savent, hein, et ça a été implicitement rappelé ce matin par Gaston Steiner lors de son intervention. Les hôpitaux universitaires s'étaient très tôt lancés dans les problématiques de sécurité, à une époque où, effectivement, dans le monde de la santé, c'était pas forcément quelque chose qui était, je dirais, en vogue, si on peut dire. On a eu la chance, en fait, d'être accompagné par notre directeur général à l'époque sur le sujet, parce que quand j'ai dit qu'il fallait recruter très tôt, donc en fait ça remonte à, je dirais, presque 15 ans maintenant, un responsable de sécurité système d'information, bon, c'était pas une chose qui était courue d'avance, hein. Et donc depuis ce temps-là, on a effectivement pu suivre toutes les évolutions, investir fortement dans ce domaine-là. Et aujourd'hui, bon, Fabrice est dans la salle à côté de M. Solaire et il sait, lui, plus que tout le monde, avec François, quel est, je dirais, l'énorme travail en fait qu'il faut faire pour, en matière de santé, être, je dirais, suffisamment outillé pour, disons, faire face à tous les défis qui nous ont été présentés ce matin. Donc, dans ce domaine-là, bon, moi, j'ai tendance à être optimiste et confiant. C'est vrai, et ça a été rappelé ce matin, tout le monde, toutes les structures, tous les établissements de santé ne peuvent pas, je dirais, se permettre de mettre en place, je dirais, des outils, des personnels qui sont au top dans ce domaine-là. Et effectivement, on est aujourd'hui dans une configuration en Alsace avec, je dirais, le CHU, avec e-santé, avec effectivement des compétences qui permettent, je pense, en fait, de faire face aux défis qui nous ont été présentés. Ceci dit, rien n'est jamais définitif, rien n'est jamais totalement acquis. Les risques, bon, sont, je dirais, quotidiens. Et là-dessus, bon, il faut effectivement des structures de veille suffisantes. Le lien que nous avons effectivement avec les organismes ministériels, et ça a été rappelé tout à l'heure, bon, nous permettent en fait d'essayer, je dirais, d'être suffisamment vigilants au quotidien par rapport à ce qui peut se passer. Et c'est vrai que tous les outils nouveaux en fait, qui arrivent représentent en matière de sécurité de nouveaux défis. Et je crois que c'est effectivement une mutualisation avec les compétences qu'il y a sur une région qui permettent de faire face à ceci. Merci Germain. J'ai envie de me tourner vers Fabrice Stalter. Donc, pour vous demander si ça a changé véritablement les choses, le fait que le FSSI mette en place cette chaîne d'alerte de sécurité.
Vous attendiez ça de longue date? Comment ça vous est utile maintenant? On va prendre un exemple tout simple. Monsieur le directeur général a présenté notre incident de début d'année. Et donc, lors de cet incident, donc l'attaque d'un site internet, la chaîne d'alerte a largement fonctionné puisque nous avons été alertés par cette chaîne d'alerte. Pourquoi? Tout simplement parce que les attaquants se vantent sur Internet et que la chaîne d'alerte veille sur Internet aussi et détecte ces alertes. On est donc informé avant même d'avoir connaissance de l'événement chez nous. C'est quand même particulier. Tout au long de la résolution de l'incident, nous avons été assistés, accompagnés par cette structure, donc pas à pas, mais avec les bons outils, les bons arguments, les bons éléments. Et on l'est encore d'ailleurs, puisqu'on informe sur les évolutions. L'incident, on ne l'a pas clos. Il faut progresser, il ne faut pas s'arrêter une fois que le site est restauré. Et nous sommes donc encore en train de travailler à l'amélioration et la protection de ces sites internet. Merci. Si vous n'avez pas de questions, j'ai envie de revenir auprès de nos trois conférenciers pour revenir avec eux sur un sujet d'usage. Et vous avez évoqué à quelques reprises la possibilité d'essayer. Est-ce qu'on se donne, franchement, dans les hôpitaux aujourd'hui, ou les organisations de l'offre de soins, pour parler au sens large, les possibilités d'essayer, c'est-à-dire d'expérimenter? Béatrice, vous nous avez présenté donc un exemple très concret d'usage. Est-ce qu'à partir de cet exemple-là, on se dit on va essayer de travailler comme ça, de le formaliser et de se donner l'objectif que tout le service puisse travailler comme ça, toutes les plateformes de télémédecine puissent travailler comme ça? Est-ce qu'on est dans cette configuration ou qu'est-ce qu'il faut faire pour être dans cette configuration d'innovation? Sur cet exemple de l'utilisation du mobile, qui est une réalité aussi en dermato, en pas mal d'applications aujourd'hui, je pense qu'on est un peu entre les deux. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a des structures qui se mettent en place qui ne prennent pas en compte l'usage quotidien par les médecins de leur mobile comme outil de télémédecine. Et il y a un début d'approche de se dire on pourrait peut-être sécuriser le mobile pour qu'il devienne un outil utilisable en santé numérique. Mais ce qui vaut aussi pour le patient, parce que le patient, un diabétique aujourd'hui qui à peu près toutes les 20 minutes doit réfléchir à sa pathologie, il a 4 ou 5 outils de transmission dans ses poches, en plus un par dispositif parce qu'il ne faut pas qu'ils interfèrent. Et donc c'est une réalité d'avoir à utiliser ce genre d'outils, qu'on soit patient ou médecin. Et je pense qu'on est un peu entre deux, c'est-à-dire qu'il y a des débuts de réflexion pour utiliser et sécuriser un mobile. Il y a par exemple des réflexions pour utiliser le mobile pour authentifier les mots, pour plus avoir à mettre la carte à chaque fois et avoir des authentifications fortes avec mobile. Mais on est encore, je pense, assez loin de la réponse à la réalité terrain des professionnels là-dessus. Philippe Loudneau, par rapport à ces possibilités d'essayer, est-ce que tous les cadrages, les réglementations, les PGC, tous ces gros mots de PGSS, de RGS, que vous pouvez peut-être nous donner en toutes lettres maintenant, laissent une ouverture aux essais ou pas? Alors, oui, complètement. Aujourd'hui, alors tous les gros mots, alors PGSSIS, PGSSIE, PMSSI, DMCAS, il y a un glossaire quelque part. Donc, voilà. Je dirais s'il y a deux choses à retenir, quel que soit le texte, pardon, j'en oubliais, hôpital numérique. HN. HN. Non, quel que soit le texte, si on doit retenir deux choses, c'est quel que soit le système d'information que l'on veuille mettre en place, c'est faire une analyse de risque, écrire, je dirais, et travailler, mais surtout l'analyse de risque, pas faite sur un coin de table par des techniciens, mais faite en étroite collaboration avec le métier. Sinon, effectivement, toutes les solutions de sécurité sont vouées à l'échec. C'est un petit peu ce qui a été remis. Si, effectivement, je vous mets une carte... L'exemple, je ne veux pas taper dessus, mais l'exemple de la carte CPS, les premières cartes CPS, où on arrivait, moi à l'époque, j'étais RSSI de 9 établissements de santé. Quand j'arrivais au service d'urgence avec ma carte CPS, le médecin me regardait, il disait « T'es gentil, mais j'en fais quoi ?» non, mais voilà, donc derrière, il faut vraiment avancer avec les métiers. Et puis, le jour où j'ai compris également que j'étais, moi,
travailler dans un ministère aujourd'hui obligé, et je m'oblige à rester opérationnel, c'est-à-dire sur le terrain, c'est venu d'un camarade docteur qui m'a dit « je ne suis plus médecin ». Pour moi, un médecin, c'est quand il a les mains dans le cambouis et auprès du patient. Si c'est me dire médecin alors que je réfléchis au ministère sur tel ou tel sujet, il y a un moment, je n'ai plus la vision et la réalité. Donc, faire attention également aux experts que l'on peut appeler. Et aujourd'hui, je dirais innover dans ce monde-là. Oui, essayons, arrêtons, changeons les paradigmes, changeons les habitudes, les mauvaises habitudes de on ne peut pas faire, c'était mieux avant, on n'a pas les moyens. Arrêtons de se poser la question pourquoi vous n'avez pas fait, mais aidons les gens. Alors, il y a beaucoup de maïotique dans la sécurité des systèmes d'information, les aider à accoucher de leurs besoins, et notamment leurs besoins en termes de sécurité. Mais on est capable de le faire. Je dirais, l'exemple que j'ai mis, quand on discute avec un médecin, je ne vais pas lui parler technique, mais disons, votre application qui parle en micromol et l'autre qui parle en millimol, est-ce que pour vous, en termes de métier, ça a une incidence? Et ça, il le comprend. Et là-dessus, on regarde comment on peut travailler ensemble pour limiter ce genre de phénomène. Donc effectivement, j'aime beaucoup le terme qui a été utilisé par Isabelle, de logiciovigilance. Aujourd'hui, ça devrait être obligatoire. Maintenant, il faut trouver les structures capables de le faire, et ça, c'est loin d'être évident. Donc, également, nous aurions peut-être intérêt à regarder ce qui se fait également dans nos pays voisins ou pays lointains, puisqu'il y a de très très belles expériences à prendre en ligne de compte. Et c'est vrai que notre petit côté français narcissique, on a toujours tendance à dire que nous ferons mieux, mais sans tenir compte de ce qui fonctionne bien ailleurs. Philippe Manet, à l'ANAP, les modalités d'accompagnement, de sensibilisation, c'est avec le travail des ambassadeurs, qui sont d'ailleurs, deuxième appel, si vous... ambassadeurs, experts. Ambassadeurs ou experts, qu'est-ce que vous recherchez en fait à l'ANAP là? Des ambassadeurs essentiellement? Alors des experts... Des experts aussi, non? Vous avez? On a un cercle d'une quinzaine d'experts qui nous aident à définir toutes les politiques, qui produit très régulièrement des documents, etc., pour répondre à l'ensemble des problèmes qu'on récolte sur le terrain. Et donc, à l'heure actuelle, notre focus, c'est plutôt de mobiliser des ambassadeurs. Nos ambassadeurs, c'est des gens c'est des professionnels de terrain. Donc, c'est des gens qui travaillent dans les DSI des hôpitaux, c'est des chefs de projet, c'est des médecins, des pharmaciens, des cadres de santé, des gens qui sont dans les directions hospitalières et qui ont une expérience pratique de la mise en place de projets informatiques et qui sont donc là pour aider les hôpitaux voisins qui ont les mêmes problèmes en fait, parce que personne n'a un problème qui lui tombe du ciel. Les gens, ils ont tous les mêmes soucis. Et donc pour les aider à avancer et à déminer le terrain surtout, c'est encore mieux si on les appelle au début d'un projet pour essayer de déminer, parce qu'en fait, la route, elle est à peu près la même pour tout le monde. Et si on peut bénéficier de l'expérience de ceux qui sont passés un petit peu avant vous, ça permet surtout, et c'est ça l'objectif, de gagner du temps et d'économiser en fait des ressources. Est-ce que les responsables sécurité de systèmes d'information en France, je sais qu'ils sont peu nombreux, peut-être Philippe nous redonnera les chiffres, vous en avez déjà parmi les ambassadeurs ou alors, ils n'ont pas pensé à venir? C'est une question délicate parce que tous les problèmes de sécurité, ça fait partie des prérequis et l'ANAP n'est pas missionnée sur les prérequis, c'est le ministère qui s'en occupe. Néanmoins, les gens, ils ne se coupent pas en tranches. Et donc, on a beaucoup de nos ambassadeurs qui sont en fait des responsables de sécurité, etc., qui ont de bonnes connaissances là-dessus. Donc, ils interviennent, pas forcément en tant qu'ambassadeurs de l'ANAP, mais en fait, ça ne les empêche pas. Et en particulier, je sais que ça s'est fait en Alsace. Un de nos ambassadeurs a fait plusieurs interventions qui en fait relevaient des prérequis et de la sécurité. Voilà, les gens, ils ont souvent plusieurs casquettes. Voilà. Donc on ne les empêche pas. Et pour nous, c'est vraiment très important de fonder les domaines d'usage sur une architecture solide. Donc cette notion qui a été utilisée en France d'avoir d'abord des prérequis avec une architecture solide et là-dessus
tout le monde peut avoir confiance justement sur le fait que quand on prescrit des médicaments à un patient, ça va bien dans le plan de soins du bon patient. Parce que si on n'a pas les prérequis avec une bonne gestion de l'identité du patient, de l'identité du praticien, de l'identité du médicament, eh bien, on se retrouve avec des risques. Et ce n'est pas seulement des risques, hein, c'est des choses qui ont été identifiées, qui sont arrivées, justement grâce à la logicio-vigilance qui, dans d'autres pays, est beaucoup plus avancée que chez nous. On sait que quand on prescrit un médicament dans un logiciel, eh ben, ça risque d'aller dans le plan de soins d'un autre patient. Ou bien qu'on regarde la kaliémie d'un individu pour vérifier un médicament, et pas de chance, les résultats qu'on regarde, eh ben, ce n'est pas ceux du patient. Donc il y a des problèmes de ce genre-là qui sont des problèmes graves, et c'est très bien qu'il y ait des prérequis de sécurité, et la sécurité, ce n'est pas seulement la cybersécurité, c'est aussi la validité, la fraîcheur et l'intégrité des données qu'on regarde. C'est important pour fonder les domaines d'usage. En disant, moi je pense même que c'est une culture qu'il faut mettre en place. Je pensais à l'authentification par exemple. On va dire, bon, il faut que les outils nous identifient bien et de façon certaine et qu'on puisse ensuite tracer les gens qui, si on parle vraiment de sécurité de système d'information. Mais pour moi, ça va vraiment même au-delà. Par exemple, en France, on a assez peu la culture, on n'a pas la culture de vérifier qui sont les gens qui se présentent. Et il y a eu des hôpitaux qui ont eu des scandales parce qu'ils avaient des médecins qui n'étaient pas médecins et des infirmières qui n'étaient pas infirmières. Et quelque part, la culture de la sécurité, je reviens dans certaines boîtes privées, quand on donne un diplôme, ils rappellent la fac pour savoir si le diplôme est vrai. Donc il y a vraiment, je pense que c'est une culture globale portée par tous les acteurs. Et la cybersécurité, la sécurité des systèmes d'information est un sous-ensemble de cette sécurité globale, et il faut que ce soit une culture portée. C'est pour ça qu'il faut que ça s'inculte, que ça s'éduque, que ça se maintienne, que ça s'entretienne, que ce soit des programmes de formation, de sensibilisation, d'évangélisation, je ne sais pas quel terme on peut utiliser, mais c'est vraiment... Et en plus, nous, on est dans une culture orale où on n'est absolument pas baigné dans la culture de la sécurité et de tracer ce qu'on fait, de l'écrire, de l'authentifier, etc. Mais je pense que c'est vraiment un changement de culture. Et je crois qu'il faut aller... faut savoir gérer ce changement de culture, et on embarquera dans ce cas-là plus facilement tout ce qui est la mise en place de la sécurité des systèmes d'information. Et alors peut-être pour conclure, si je ne vois pas de main se lever pour intervenir. Oui, si. Allez-y. Vous appuyez sur le micro. Oui. Voilà. On ne vous entend pas très bien. Donc, je dis Constantin Yamkoutougou, donc je travaille avec Fabrice pour la sécurité des systèmes d'information aux us. Question à destination de l'ANAP. Tout à l'heure, il y avait des divergences que vous avez exprimées sur la notion de traçabilité. Donc, je ne sais pas si c'est juste un peu d'humour ou il y a vraiment des divergences importantes avec les définitions de M. Lednou de l'ANSSI. Il n'y a absolument aucune divergence fondamentale. Nous, on trouve que la traçabilité, c'est très important dans tous les domaines. Donc, on n'est pas pour en faire un axe séparé des 3 autres axes de la sécurité. Pour nous, c'est un moyen qui concourt à tous les axes. Mais on est tout à fait d'accord pour dire que la traçabilité, c'est fondamental. Alors après ça, nous, on a une approche qu'on a définie dans plusieurs de nos outils. C'est très important cette question que vous soulevez, parce que la traçabilité, ça fait peur aux gens. C'est pas facile de la faire passer, parce que les professionnels, et notamment les médecins, n'aiment pas être fliqués. Bon, voilà, ils n'aiment pas qu'on les flique. Ils n'aiment pas qu'on les flique, en plus, pour des raisons qui, sur le plan cognitif, sont assez faciles à comprendre, parce qu'en fait, on n'est jamais vraiment bien sûr, quand on prescrit quelque chose, qu'on a parfaitement raison. On ne prescrit pas toujours, et pour d'excellentes raisons, dans le cadre de l'AMM. Donc la pratique médicale, ce n'est pas une science dure. Il y a beaucoup de cas où... et donc, on est embêté. La traçabilité, on a l'impression d'être fliqué avec quelqu'un qui est derrière notre dos et qui dit t'es sûr de ce que tu fais, etc. Non, en fait, quand on fait un travail médical, on n'est pas complètement sûr de ce qu'on fait. Et il y a des gens qui, dans ce cadre-là, n'aiment pas avoir l'impression d'avoir un flic dans son dos. Or, ce qu'il faut réussir à leur faire passer, c'est que, oui, on n'est pas sûr, mais quand on n'est pas sûr, on explique pourquoi. On dit,
ouais, j'ai pris cette option-là, en toute connaissance de cause, en sachant que ce n'était pas parfaitement dans les bonnes règles, et nous, en réanimation, très souvent, on prescrit, j'allais dire un peu n'importe quoi, non, mais sans avoir des arguments extrêmement solides pour faire ce qu'on fait. Mais il faut expliquer et tracer, comme ça, si 5 ans après, quelqu'un vient nous dire mais monsieur, là, vous avez fait quelque chose et le patient est mort, si au moment où on l'a fait, on a tracé et on a dit tel jour, telle heure, je prends cette décision parce que j'ai tel choix devant moi et je le fais pour cette bonne raison que je trouve bonne, on est sécurisé. Tandis que si le juge dit vous avez fait n'importe quoi et on ne sait pas pourquoi, et que vous donnez la même explication mais 5 ans après, bah là il est trop tard parce qu'on vous dit vous me dites ça mais ce n'est pas forcément ce que vous avez fait à ce moment-là. Donc tracer, c'est une façon de sécuriser l'incertitude. C'est aussi une protection du médecin, parce qu'en fait, un des premiers cas de jurisprudence en télémédecine, c'était un problème d'interprétation sur un scanner, sur un patient qui a fait un engagement aux urgences. Et en fait, les deux établissements avaient été pénalisés autant, puisqu'en fait, il n'y avait pas de traçabilité finalement, il n'y avait aucune entre quels avaient été les échanges entre les deux protagonistes. Et donc, est-ce que c'était parce qu'il n'y avait pas assez d'images, est-ce que c'était bien décrit, pas décrit? Comme rien ne restait, en fait, les deux acteurs avaient été pénalisés par rapport à ce cas de mort aux urgences d'un patient donc, qui avait un problème probablement de trauma crânien. Et donc la traçabilité, c'est un flicage peut-être, mais c'est aussi la sécurisation du médecin, en particulier par exemple sur des applications de télémédecine. Merci. Gaston Steiner, je crois que vous... Simplement compléter un petit peu, puisque je m'inscris dans ce qui vient d'être dit. On a toujours tendance à... Maintenant, ça commence à venir dans le monde de la santé, à s'inspirer de ce que fait l'aviation civile, autre domaine. Les checklists notamment. Pour rappel, la traçabilité, le pilote, quand il prend la décision de lancer son avion, il signe, il s'engage, donc c'est tracé. À la différence d'un médecin, c'est que lui, dans l'avion, qui peut se scratcher s'il a mal fait son boulot. Donc la traçabilité est importante également. La différence, c'est qu'il est dans l'avion quand même. Monsieur Steiner, je crois que vous vouliez dire un mot, peut-être le mot de conclusion de cette session. Non, en fait, j'avais juste une petite question complémentaire. Tout à l'heure, Béatrice Vallès-Mira a évoqué différents types de risques. Elle a évoqué le risque financier. Et j'avais juste une question sur le risque juridique. Aujourd'hui, quand on veut faire sortir une innovation, souvent, enfin on le voit chez nous, ça se fait en collaboration entre plusieurs structures ou dans lesquelles vous avez des structures publiques, ce qui est notre cas. Vous pouvez avoir des entreprises privées. Tout ça, vous connaissez les pôles de compétitivité et donc faire cohabiter, veiller à une sécurité de cette innovation dans un cadre juridique compliqué avec de l'argent public, de l'argent privé, etc. Comment vous appréhendez, est-ce que vous avez analysé ou comment vous appréhendez ce risque? Bon, alors, je suis un peu jeune dans le métier, mais je vais essayer en fait, il va y avoir la gestion de la propriété intellectuelle en fait, qui va être, dans ce cadre-là, le majeur. Parce que c'est, souvent sur les projets collaboratifs qui se mènent, alors déjà, le rôle des pôles est d'amener ces projets collaboratifs à se créer, à émerger, ensuite à trouver des financements. Alors il y aura des financements privés, mais aussi des financements publics. Et donc on a un rôle de labellisation et d'accompagnement et d'analyse des dossiers pour qu'ils soient le mieux bordés possible au moment où ils se présentent au guichet de financement public. Et effectivement, dans les consortiums, on va avoir des acteurs publics, des acteurs privés, des grosses boîtes et des petites boîtes. Alors en général, celui qui va porter le projet, parce qu'il faut de la ressource humaine, il faut du temps, il faut des moyens, ça va être souvent un industriel privé, plutôt au moins ETI, voire grosse entreprise, parce que la PME n'a pas les bras assez musclés pour aller porter un projet avec tout le suivi, la documentation, etc. Donc, en fait, en général, ce qui se passe, c'est qu'il y a d'abord, on a des experts en propriété intellectuelle, et il va y avoir un accord de consortium qui va être géré entre les écrits, rédigés, donc il y a des exemples éventuels d'accords de consortium, et qui va permettre de définir entre les acteurs, et nous là on n'est que conseil, c'est vraiment eux qui doivent faire, mais on peut par contre les faire rencontrer des gens ou des acteurs qui savent faire, quelle va être la formulation qu'ils vont choisir sur cette propriété intellectuelle et portée par cet accord de consortium. Donc ça doit être défini avant de présenter le projet, d'ailleurs ça sera demandé par les financeurs publics, pour savoir quel est l'accord de consortium et comment va évoluer la propriété intellectuelle et les modèles financiers qui vont se mettre en place derrière par rapport à l'innovation qui est présentée. Donc c'est vraiment une démarche importante qui se fait en amont et qui se fait pendant la construction du projet entre les différents acteurs.
En plus, oui, c'est d'autant plus complexe que certains projets vont se présenter à un guichet public national qui sera complété par un guichet public régional. Donc il y a plein d'équilibres et des timings qui vont être différents. Et donc, mais la réalité, c'est que souvent, quand même, il y a un acteur privé important, puisqu'il faut de la ressource humaine, il faut du temps et il faut des moyens de gérer ces projets qui sont complexes. Après, il y a des outils pour des PME seules ou pour des... Et l'accord avec le public se crée à ce moment-là aussi, savoir comment veut s'équilibrer la propriété intellectuelle entre les différents acteurs, les académiques et les privés. Je ne sais pas si je réponds, mais c'est un point très important. Merci. Bon, je pense qu'on va y revenir dans la journée. Merci déjà pour cette première partie de matinée. On va faire une pause. On se retrouve à 11h30 précise. Donc, imaginez plutôt 25, le temps de rentrer dans la salle, 11h25. Vous prenez un petit café, un petit verre d'eau et on se retrouve dans quelques instants. Merci beaucoup.